dans la vente en tant que contrat spécial. Nous avons parlé de cette vente avec les différents éléments qui la constituent. Nous avons commencé par la chose, en disant que la chose constitue pratiquement la chose sur laquelle il doit y avoir un transfert d'un droit de propriété définitif. Nous avons parlé aussi du consentement la dernière fois, et je vous avais dit que le consentement en matière de contrats spéciaux n'a rien à voir avec le consentement que vous avez vu en première année, puisque l'offre et la demande, quand ils se rencontrent, il y a forcément et instantanément, si vous voulez, un accord de volonté. Eh bien, en matière de contrat de société, cet accord de volonté, il est progressif, il est différé dans le temps, puisque le législateur va aménager un certain nombre d'étapes, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur. Pour le vendeur, il faut absolument qu'il soit protégé par ce que nous avons vu la dernière fois, par cette indemnité d'immobilisation dans le cadre d'une promesse unilatérale. Et pour l'acheteur, il faut également qu'il soit sécurisé dans sa transaction, puisqu'il sait pertinemment que le bien ou le fonds de commerce ou le bien immobilier qu'il va acheter, il est entre de bonnes mains, puisque le vendeur ne va pas aller le vendre à une tierce personne. Et je vous ai dit que le législateur, dans ce cas-là, il a aménagé un certain nombre d'étapes, qu'on appelle des étapes préparatoires, des avant-contrats, des accords de négociation, des accords de principe, autant de noms que le législateur a donné à cette phase pré-contractuelle. Et la dernière fois, je vous avais dit que cette phase pré-contractuelle n'est pas protégée par le droit marocain. Elle est protégée par le droit français, puisque aujourd'hui, dans le cadre d'une ordonnance de 2016, le 10 février 2016, il y a eu une modification au niveau du Code civil, puisque le législateur français aujourd'hui, il protège la personne qui agit dans le cadre d'une transaction sur la base de la bonne foi. Et cette bonne foi, pour pouvoir l'actionner, il va travailler sur le terrain extra-contractuel, donc délictuel. C'est un autre chapitre. Restons dans cette case où il y a uniquement la phase préparatoire. Je vous avais dit la dernière fois que cette phase préparatoire, quand vous voulez créer par exemple une société, et là j'ai fait une analyse comparative avec le droit de société par rapport au droit civil, quand vous voulez créer une société, vous ne faites pas tout de suite le contrat de société, vous faites un projet de société. Vous n'allez pas vous lancer directement sur un contrat de société en faisant des apports, l'affection, le nombre d'associés ou le nombre d'actionnaires qui vont intégrer, le choix de la structure juridique de la société, tout ça, le capital social, le patrimoine, le nom, le siège, tout ça, vous n'allez pas le faire tout de suite dans les statuts, puisque vous allez d'abord réfléchir avant de vous lancer. Cette réflexion que le législateur a aménagée aussi bien dans le droit civil que dans le droit commercial, cette réflexion, elle est protégée, puisqu'on peut donner le choix à celui qui va acheter de réfléchir pendant un délai, et on va lui donner également le choix de se rétracter s'il n'est pas content de ce qu'il a envie de nouer comme relation. Et donc, à cette réflexion, à cette rétraction, le législateur va faire correspondre un problème, une obligation juridique de l'information. On a vu la dernière fois que l'information est très importante, bien que en France, cette information elle est protégée par l'article 1602 du Code civil français. Au Maroc, elle n'est pas protégée, puisque en matière de vente, le législateur oblige le vendeur, d'accord, à garantir sur la chose qu'il va vendre. Nous aurons l'occasion de voir en quoi consiste cette garantie qu'on appelle communément la garantie des vices cachés. Et c'est un autre, encore une fois, point que nous aurons l'occasion d'aborder. Et donc la dernière fois, je vous avais dit également que cette promesse unilatérale, elle était protégée par le législateur. Pourquoi? Parce qu'elle ne vaut pas vente. La promesse unilatérale ne vaut pas vente.
la promesse unilatérale vaut engagement. Et cet engagement, il va être, si vous voulez, matérialisé par ce que nous appelons, ce que la dernière fois je vous ai dit, par une indemnité de quoi? D'immobilisation. Cette indemnité d'immobilisation veut dire que le bien est immobilisé pendant un laps de temps qui a été convenu avec les deux parties, ok? Et si jamais l'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever l'option, ça veut dire qu'il va se déclarer acquéreur. Le fait de dire je lève l'option, ça veut dire que le contrat, à partir de là, il devient définitif. D'accord? Ça veut dire que ça y est, c'est bon, je suis sérieux avec vous, je lève l'option. Et la dernière fois, on avait parlé de cette levée d'option et de cette promesse unilatérale de vente qui va poser un problème d'ordre temporel, aussi bien du côté du promettant que du côté du bénéficiaire. Et je vous avais dit que celui qui promet, il est engagé dès la levée d'option, mais celui qui va acheter risque de ne pas être engagé, puisque le législateur dit dans son article, sans s'engager lui-même. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de s'engager et il peut se substituer ou subroger de ses droits et de ses obligations en faveur d'une tierce personne. Bien, tout ça c'est bien beau. Mais la promesse unilatérale de vente, ce n'est pas la promesse bilatérale de la vente. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis la promesse unilatérale, ça veut dire moi, je vous promets d'acheter votre bien. Et quand je dis la promesse unilatérale d'achat, moi, je vous promets de vous vendre mon bien. Alors que la promesse bilatérale, synagmatique, c'est une promesse qui est tout de suite translatif, commutatif. Tout de suite consensuel. Ça veut dire que nous n'allons pas passer par cette indemnité d'immobilisation. Nous n'allons pas passer par lever l'option. Est-ce que vous êtes d'accord? On est d'accord tous les deux, c'est pas la peine de perdre du temps. À partir du moment où cette promesse bilatérale de part et d'autre, elle est là, eh bien c'est ce que vous entendez aujourd'hui, le compromis. Le compromis. Le compromis, dans ce cas-là, vaut vente, tout simplement. Alors que la promesse unilatérale, ce n'est pas un compromis, c'est juste une promesse. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, dans la promesse unilatérale, je suis dans ce que nous appelons un consentement progressif. Dans la promesse bilatérale synagmatique, je suis dans un consentement consenti, tout simplement. Je veux tout de suite, il n'y a pas de souci, je ne vous verserai ni indemnité d'immobilisation, ni lever l'option, ni rien du tout. On est d'accord, on va passer tout de suite chez le notaire. Il y a un risque. Le risque est juridique. Le risque il est inhérent à la responsabilité. Le risque il est inhérent à la garantie. Parce que rien ne me dit que ce que vous êtes en train de vouloir me vendre est exempt de vices. Et là, nous ne sommes pas sur le terrain des vices du consentement. Là, nous sommes sur le terrain des vices qui risquent d'être cachés à l'intérieur d'un bien que je vais acheter. Est-ce que vous comprenez? Vous me vendez un fonds de commerce et vous me dites, voilà, le fonds de commerce, il est à vous, il n'y a pas de problème. Nous sommes d'accord sur tous les éléments qui le constituent, ok, très bien, mais je ne sais pas exactement à l'intérieur de ce fonds de commerce quels sont les vices qui risquent d'être cachés. Et le contraire de vices cachés, ce sont des vices qui sont apparents. Est-ce que vous comprenez? Un vice apparent n'est plus considéré comme un vice, puisque vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Mais un vice caché, vous pouvez ne pas le voir. Et là, les vices cachés sur le terrain de la responsabilité contractuelle dans le cadre des contrats spéciaux est assimilé. Est-ce que vous avez étudié le dol? C'est un dol. Et vous avez bien étudié que le dol, c'est tout vice
qui viendraient altérer votre consentement, et si la personne venait de vous le déclarer, ben, vous pouvez ne pas signer. Donc il préfère garder cette information, encore une fois, il n'y a pas un problème d'information, pour lui. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est vicié. Ça veut dire que l'information chez vous, elle est dolosive. D'accord? Ça veut dire que vous êtes dans les cachotteries et vous ne voulez pas lui dire cette information, parce que si vous venez de lui révéler, il risque de ne pas signer et donc se rétracter. Cette partie, nous aurons l'occasion de la voir quand on va étudier les obligations qui vont peser aussi bien les droits, qui vont peser aussi bien sur le vendeur que sur l'acheteur. Mais restons encore dans ce consentement avec cette promesse bilatérale. Eh bien, la promesse bilatérale, c'est tout simplement un contrat de vente définitif. D'accord? Donc, vous mettez s'il vous plaît que la promesse unilatérale de vente, contrairement à la promesse bilatérale de vente, contrairement donc à la promesse unilatérale, engage les parties. Elle engage donc les parties. Cette promesse, elle engage les parties dans le cadre d'un contrat de vente. Alors, vous mettez une telle promesse vaut vente. Une telle promesse, elle vaut vente. Alors, quand on parle de cela, on dit qu'une telle promesse, elle vaut vente, donc je suis devant quoi? Devant un contrat définitif. Mais alors, sur le plan juridique, quelle est la clause que je dois insérer dans ce contrat pour que l'une des deux parties ne revienne pas sur son engagement? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que dans la promesse unilatérale, on a bien vu qu'il y a ce qu'on appelle la clause d'immobilisation, c'est-à-dire la pénalité d'immobilisation. Ça veut dire que vous allez me verser une indemnité d'immobilisation qu'on va insérer dans le contrat, dans l'acte unilatéral. Cette indemnité d'immobilisation, elle va amener, si vous voulez, l'acheteur à ne pas perdre cette indemnité. Donc il est obligé d'aller de l'avant pour faire son contrat. Mais dans le contrat synagmatique, dans la promesse bilatérale, on va signer un contrat, il faut bien que je m'assure que vous n'allez pas revenir sur votre engagement. Et en matière de contrat, il y a un certain nombre de clauses, d'accord, qui vont obliger celui qui vend ou celui qui achète à ne pas revenir sur leurs engagements. C'est ce qu'on appelle les clauses de l'irrévocabilité de l'engagement. Les clauses de l'irrévocabilité de l'engagement, ça veut dire que je vous informe que je ne reviendrai pas sur mon engagement, que je vais signer sur cette clause. En matière de marchandises, si je vais peut-être vous vendre une marchandise, je vais vous insérer dans le contrat la clause de la réserve de la propriété. Ça veut dire que tant qu'on ne va pas conclure le contrat, la marchandise ou le bien reste entre les mains en tant que propriétaire. Autant de clauses qui font carrière dans ce type de contrat, parce que c'est des contrats spéciaux qu'on insère dans les promesses bilatérales, et l'une qui est la plus, si vous voulez, connue, c'est ce qu'on appelle les clauses pénales. La clause pénale, ce n'est pas pénal par rapport au droit pénal. Parce que quand on parle de la clause pénale, on pense tout de suite que c'est le droit pénal, ce sont les juridictions répressives. Non, la clause pénale, c'est uniquement, on va se mettre d'accord tous les deux que celui qui va se rétracter doit verser des dommages intérêts. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il va y avoir une pénalité
de dédommagement, qui n'a rien à voir avec la pénalité d'immobilisation. La pénalité de dédommagement, ça veut dire qu'on va se mettre tous les deux d'accord en signant ce contrat définitif, ce compromis de vente qui vaut vente, et ensuite dit que jusqu'à la livraison, c'est l'une des deux parties se rétracte pour X raisons, on ne rentre pas, soit qu'elle décède, ses héritiers, soit carrément qu'il va y avoir un problème d'argent, soit peut-être qu'elle va changer d'avis. Il y a tellement de raisons qui risquent que la personne se rétracte et qu'il revienne sur son engagement. Et bien l'autre partie, elle va essayer d'insérer cette clause qu'on appelle les clauses pénales. C'est la clause pénale, c'est une clause qui doit être insérée. Ça veut dire que si vous sortez, vous payez. Alors, si je reviens un peu dans l'histoire de cette clause pénale, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, la clause pénale, quand on trouve l'origine de cette clause, la clause pénale, elle a été pratiquement inventée, si vous voulez, il y a longtemps, 15e, 16e siècle, dans les places marchandes, notamment en Italie. Et vous savez qu'à l'époque, les marchands, ils étaient juifs, c'était des juifs, les marchands, qui étaient sur les places italiennes. Et donc ces marchands, quand ils vous prêtaient quelque chose ou quand ils vous donnaient quelque chose, en contrepartie, qu'est-ce que vous signez? Vous ne signez rien. Il vous fait signer un papier comme quoi il a un droit de vie ou de mort sur votre corps. Ça veut dire que si vous ne lui rendez pas son argent, il peut vous couper, par exemple, un doigt, un bout de morceau de votre langue, des oreilles. La clause pénale, si vous voulez, l'origine de cette clause pénale, c'est pour ça qu'on parle de la pénale, elle est répressive. La clause pénale a trouvé, si vous voulez, son origine dans cette institution qui, par la suite, a évolué jusqu'à ce qu'elle devienne des dommages-intérêts. Cette clause pénale, elle échappe au contrôle du juge. Le juge n'a pas le droit d'évaluer et de revoir cette clause pénale, soit à la hausse, soit à la baisse. Bon, certains auteurs vous disent qu'effectivement, quand elle est trop excessive, les juges peuvent intervenir pour la remettre un peu vers le niveau au bas. Mais généralement, ce sont des clauses qui sont répressives. Ça veut dire que vous êtes obligé de vous acquitter de cette indemnité qui n'est rien d'autre que des dommages-intérêts. Généralement, en procès normal et en cours normal, les dommages-intérêts sont évalués tout le temps par les juges. C'est le juge qui a la liberté souveraine de fixer les dommages-intérêts en fonction du préjudice et du dommage que vous avez subi. C'est ce qu'on vous a toujours appris. Mais la clause pénale échappe carrément à l'évaluation du juge. Pourquoi, à votre avis? Parce que ce sont les deux parties qui ont contracté, et comme le juge n'a pas le droit de rentrer dans l'interprétation du contrat, et donc c'est la volonté des parties qui prime sur le juge. Le juge n'a pas le droit de rentrer dans la modification du contrat. Vous avez signé ce contrat en fixant 1 million de dirhams en clause pénale, il ne peut rien faire lui. Il ne doit que vous obliger à exécuter. Évidemment, encore une fois, quand la clause elle est très excessive, le juge il peut la revoir à la baisse, mais sans pour autant la remettre en cause. Donc, si vous voulez, vous écrivez s'il vous plaît que la promesse synagmatique peut être assortie d'un certain nombre de clauses assorti d'un certain nombre de clauses afin de sanctionner l'inexécution donc fautive. Donc il faut aussi que vous sachiez que quand vous entendez le compromis, et vous aurez l'occasion de voir également ça lors de vos études, en matière d'arbitrage, il y a aussi un compromis. Donc le compromis de vente n'a rien à voir avec le compromis en matière d'arbitrage.
sur le plan international, dans les contrats commerciaux internationaux et même dans les ventes immobilières internationales, quand les deux parties ne sont pas sur le même territoire et que par exemple l'acheteur il est sur un terrain étranger par rapport au vendeur ou vice-versa, pourquoi voulez-vous que moi, japonais ou français ou allemand, je vais faire confiance à votre justice au Maroc si jamais il risque d'y avoir un conflit? Et pourquoi moi, en tant que Marocain, par exemple, vous voulez que je fasse confiance à votre justice allemande ou française si jamais il y a un conflit? Vous savez tous que dans tout contrat qui se doit et qui se respecte, la dernière clause dans le contrat, c'est en cas de litige, ce sont les tribunaux compétents soumis au droit marocain qui vont trancher le litige. Mais ça, c'est quand il s'agit des Marocains. Mais quand il s'agit des contrats internationaux, on a ce qu'on appelle l'arbitrage. L'arbitrage international. L'arbitrage international, ça veut dire que je ne vais pas soumettre mon problème à vos tribunaux, ni marocains, ni suisses, ni allemands. Nous allons les soumettre à une chambre internationale, d'accord, qui va arbitrer les conflits en nommant des arbitres internationaux et qui vont trancher. Les arbitres internationaux, ce sont des juges, des magistrats. Ce n'est pas la négociation, ce n'est pas la conciliation, ce n'est pas la médiation, mais c'est de l'arbitrage, au sens strict du terme, d'accord? Donc vous aurez l'occasion de voir cette matière, probablement, je ne sais pas à quel niveau, mais en principe, en master, on enseigne cette matière. Donc vous mettez juste que l'arbitrage, le compromis en matière de vente, ce n'est pas le compromis d'arbitrage, c'est pour votre mémoire, pour que vous sachiez que ce n'est pas le compromis d'arbitrage, tel qu'il est prévu en matière d'arbitrage. Aujourd'hui donc, nous allons passer à une troisième condition de validité du contrat de vente en tant que contrat spécial. Il n'est rien d'autre que, nous avons vu le consentement, bon, on a vu la capacité. La capacité, comme vous le savez tous, elle est régie par le droit public musulman et elle est aussi régie par le droit commercial quand il s'agit d'un fonds de commerce. Celui qui va vendre n'est pas obligé d'être un commerçant, mais celui qui va acheter est obligé d'être un commerçant. La commercialité, elle pèse, il y a une présomption de la commercialité qui pèse sur le commerçant quand il achète un fonds de commerce. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il sera amené à faire des actes de commerce. Donc, mais celui qui vend n'est pas obligé d'être un commerçant. Eh bien, la capacité, le consentement, qu'est-ce qui reste? L'objet. L'objet, c'est quoi dans la vente? L'objet, c'est le transfert d'un droit de propriété. Le transfert de ce droit de propriété, ça veut dire que ça va être les droits, les obligations et les droits et les obligations de l'acheteur et du vendeur qu'on va laisser en dernier point. Nous allons parler aujourd'hui de la cause. Qu'est-ce que c'est que la cause dans la vente, à votre avis? Si je dois prendre les 4 conditions telles qu'elles sont prévues par l'article 2 du TOC, ok? Et je dois les calquer sur les conditions qui doivent être réunies en matière de vente immobilière. À votre avis, la cause, à quoi elle correspond? Le transfert, c'est l'objet. Le prix, c'est le prix. C'est l'obligation monétaire et financière. Le prix. Le prix, c'est très important dans la vente. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi le prix est-il important dans la vente d'un contrat immobilier? Pourquoi? Si, on le verra tout à l'heure. Comment? Parce que? Exactement. Il y aura même un échange aussi, tant qu'à faire. Exactement. Le prix, c'est bah oui. Le défaut de prix vaut requalification d'un contrat, tout simplement. Absence de prix, on n'est plus dans la vente, nous serons dans la donation ou l'échange. Donc le prix est un élément essentiel
dans le contrat de vente pas de prix, il n'y aura pas de vente. Mais alors ce prix, comment il doit être? Est-ce que je peux vendre à n'importe quel prix? Y a-t-il des ventes 0 dirham? Y a-t-il des ventes dirham symboliques? Y a-t-il des ventes où je peux fixer le prix que je veux? Autant d'éléments, autant de questions que l'on doit se poser pour savoir comment le prix doit être déterminé ou déterminable pourvu que la chose existe, tel que le DOC le stipule par ses articles. Bon, la détermination du prix, elle est importante. Je peux déterminer le prix tout de suite, et je vous donne un prix. Je peux vous donner un prix défalqué dans le temps. Je peux demander à une tierce personne d'arbitrer l'arbitrage d'un prix entre nous. Est-ce que j'ai le droit de vendre à n'importe quel prix? Eh bien non, vous n'avez pas le droit de vendre à n'importe quel prix. Et regardez cette atteinte au principe qui est flagrante, au principe de l'autonomie de la volonté qu'on a étudié dans la théorie classique. Autant vous dire que quand vous êtes d'accord avec votre co-contractant, vous pouvez choisir ce que vous voulez, le prix, pourvu que vous respectiez l'ordre public et l'objet, il faut qu'il soit licite. C'est ce qu'on vous a toujours appris. Et bien aujourd'hui, cette cause, qui n'est rien d'autre que le prix, aussi doit obéir à un certain nombre de conditions. Et pourquoi pensez-vous que ce prix est très important en matière commerciale, à votre avis? Réfléchissez un peu. Vous avez bien fait le droit commercial? Oui? Vous ne me répondez pas. Vous avez bien fait le droit commercial. Pourquoi le prix est très important en matière commerciale, à votre avis? Si je vends un fonds de commerce, pourquoi est-ce que le prix doit être important? Ben, tout simplement parce qu'il risque d'avoir des crédits, des dettes. Le créancier, vous êtes débiteur, vous allez vendre un bien à une valeur inférieure. Et les dettes que vous aurez, qui c'est qui va les éponger? Est-ce que vous comprenez? La banque vous prête de l'argent en fonction d'un crédit, d'un fonds de commerce. Et le fonds de commerce pour la banque, c'est un gage pour elle. C'est un gage. Parce qu'elle sait pertinemment que ce fonds de commerce vaut par exemple 100. Mais si vous vendez à 50 et elle vous a prêté 100, comment vous allez pouvoir rembourser? Donc le prix est très important en matière commerciale parce que le prix constitue la garantie des dettes. Et comme on sait que le fonds de commerce n'est pas considéré comme un sujet de droit, encore une fois, parce qu'il n'a pas de personnalité juridique, les dettes, elles sont défalquées sur qui? Sur le commerçant. C'est lui qui doit payer les dettes, et non pas son fonds de commerce. Et s'il veut se retirer de ce fonds de commerce en vendant un fonds de commerce d'une manière, encore une fois, clandestine, eh bien, il va avoir des problèmes, de gros problèmes. Pourquoi? Ben parce que les créanciers, ils peuvent s'opposer à ce prix en surenchérissant du 1/6 le prix qu'il a donné. Est-ce que vous comprenez? Si vous donnez 30, ben moi, créancier, je rajoute 1/6 de ce que vous avez avancé et je récupère votre fonds de commerce. La tactique, si vous voulez, les techniques du prix, ils sont très importants en matière commerciale et même en matière immobilière, tout simplement. Un créancier qui vous fait confiance et qui vous prête de l'argent et vous allez vendre le bien à un prix inférieur à sa dette, il peut faire ce que nous appelons des actions obliques et des actions poliennes. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir vous retirer votre bien, mais il va courir vers les tribunaux pour vous soustraire ce bien, l'incorporer dans son patrimoine pour que lui, il puisse exercer ce qu'on appelle l'exécution forcée. Mais j'imagine que tout ça, vous l'avez déjà vu en droit commercial.